Alors, bon, là, on va changer, pas tant que ça, mais un peu, de registre pour passer du patrimoine à l'élan créatif qu'on appelle culturel. Tout à l'heure, on a bien entendu le discours de M. Mboubarou pour dire que tout ça devait être lié, et c'est effectivement intéressant. Mais il y a quand même des différences là, sur lesquelles on voudrait insister pour pouvoir profiter de l'expérience de nos panélistes et voir comment on peut répondre à la question que le panel attaque, c'est-à-dire comment la ville peut-elle soutenir et amplifier l'élan créatif de la métropole et le faire rayonner davantage. Quelles sont les cibles, les stratégies, les priorités qu'on devrait mettre de l'avant? Vous le savez peut-être tout le monde, mais je vous le répète au cas où certains ne le sauraient pas. On retrouve sur l'île de Montréal 90 festivals, environ 700 ateliers d'artistes, 200 troupes de théâtre professionnels, 2 orchestres symphoniques, 50 compagnies de danse, la grande bibliothèque, 32 musées, 28 centres d'exposition, 19 centres d'interprétation, une centaine d'entreprises dans le domaine du cinéma et de la télé, une production cinématographique qui place Montréal au 5e rang nord-américain, et plus encore. Alors, au plan local, les quartiers de Montréal jouissent aussi d'une infrastructure culturelle importante avec des bibliothèques, des maisons de la culture, de même qu'avec des lieux de loisirs municipaux où se déploient toutes sortes d'activités de sensibilisation aux arts. La force culturelle de Montréal revêt également une dimension économique non négligeable. Selon les données de Statistique Canada 2006, et ça s'est amplifié, je pense, depuis, près de 100 000 personnes travailleraient dans ce secteur d'activité. L'avenir des agglomérations passe par la créativité, entend-on de plus en plus. Montréal a donc sûrement un avenir tant sur la scène locale que nationale et internationale. À l'occasion de l'élaboration du premier plan de développement de Montréal, il importe de situer les stratégies, les cibles, voire même les priorités qui pourront soutenir et même renforcer cet élan créatif montréalais, amplifier aussi l'impact de ces patrimoines, comme on en a discuté ce matin, tout à l'heure, je veux dire. Au-delà des acquis, quelles sont les étapes qui devraient mener à la consolidation de toutes les facettes de l'image culturelle de Montréal, notamment à la lumière de l'effort de rattrapage de Toronto? Quelles sont donc les zones de fragilité à consolider? Dans cette perspective, le plan d'action 2007-2017 Montréal Métropole culturelle évoque déjà l'importance d'ajouter de nouveaux produits, comme par exemple le design, la création numérique, et de resserrer l'alliance entre l'art, le patrimoine et le développement urbain. Afin de vous permettre de vous approprier les enjeux reliés au renforcement de l'élan créatif montréalais, nous avons avec nous quelques experts qui vont présenter leur vision de ces enjeux et même peut-être des stratégies, des cibles sur lesquelles miser. J'en profite pour saluer les Montréalais et les Montréalaises qui se sont joints à nous sur Internet. Vous savez que toutes les séances sont web diffusées et que depuis le 3 juin, le nombre de nos adeptes augmente. On est passé de 112 à 200 et on va savoir combien nos adeptes étaient nombreux aujourd'hui, on le saura demain. Mais semble-t-il que c'est assez exceptionnel parce que les gens qui se branchent sur Internet, et je vous le dis aussi aux internautes, ils restent longtemps avec nous. Souvent, dans les web-diffusions, les gens cliquent, puis ils font du scan, puis ils s'en vont. Mais semble-t-il qu'on a une assistance qui est assez fidèle. Alors, bonjour à ces Montréalais. Dans un premier temps, nous allons donc entendre M. Alexandre Taillefer. M. Taillefer, qui est un entrepreneur et un homme d'affaires, est aussi président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal. 3 personnes ressources. On en avait 4. Ah oui, elle est là. Ah oui. 4 personnes ressources vont par la suite nous donner leur point de vue et participer aussi aux échanges. Si vous voulez bien, je vais vous les présenter au fur et à mesure qu'elles interviendront. Alors, je vais céder la parole au dragon préféré de la culture à Montréal. Monsieur Taillefer, on est bien content de vous avoir avec nous. On vous écoute. Merci beaucoup, Mme Roy. Alors, je suis très, très content d'être devant vous aujourd'hui. Ne soyez pas inquiets, là, on n'est pas là pour faire des offres
et écouter ce que vous nous avez à dire, voir si on va investir. Nous autres, on a investi en culture. Moi, j'ai investi en culture. Ce n'est même pas une question. J'y crois énormément. La culture, naturellement, c'est la nourriture de l'âme. Et si on veut une ville dynamique, une ville qui va attirer du monde, ça nous prend de la culture. Si on n'a pas de culture, on n'aura pas personne. Puis on n'aura pas d'activité économique. Alors, on m'a présenté comme président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain. J'ai été précédemment aussi président du conseil d'administration de l'Opéra de Montréal. Je siège aussi sur Montréal 375e. Je siège sur Montréal Métropole culturelle. Je suis président du comité en art public à Montréal. Je suis coprésident du comité art affaires du Conseil des arts de Montréal. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je pense qu'il y a une pertinence dans tout ça, et on va y revenir tout à l'heure, c'est la question de diffusion de l'information et s'assurer que tout le monde soit en mesure de travailler ensemble, travailler dans la même direction, travailler dans la direction d'une culture forte à Montréal. Je vais vous parler de culture dans un premier temps, mais pas la culture à laquelle vous vous attendez. Je vais vous parler de culture agricole. Je pense qu'on a un enjeu important à Montréal et la culture est au centre de ma préoccupation numéro 1. En agriculture, si demain matin vous concentrez vos efforts sur une sorte de récolte, vous mettez 100% de blé, au fil des années, la récolte va diminuer jusqu'à ce que les champs meurent. On appelle ça de la monoculture. C'est un élément, c'est un phénomène très bien reconnu. Les gens se sont rendus compte, les agriculteurs se sont rendus compte qu'en mettant autour du blé, du colza, du siège de l'avoine et autres, les champs s'entraidaient entre eux et les champs étaient plus performants. On fait de la jachère éventuellement. Mais cet élément-là est extrêmement important. Pour moi, la trame urbaine de Montréal doit être la pluriculture. Il faut s'assurer aujourd'hui que pour le rayonnement de Montréal, au niveau culturel, que nous mettions en place des trames urbaines mixtes. Et c'est le plus grand enjeu de Montréal. Je dois vous avouer aujourd'hui que le développement qui a lieu aujourd'hui à Griffintown, par exemple, est un souci. Parce qu'on ne met pas en place ce que ça prend pour avoir de la pluriculture. Je vais vous donner des exemples concrets de choses qui pourraient être faites. Les loyers en bas, selon moi, doivent être le plus commercial possible. Plus une ville est marchable, plus une ville sera culturelle, plus une ville sera économiquement viable. Les commerces en bas, aujourd'hui, si vous allez dans le Vieux-Montréal, toutes les épiceries sur McGill ont fermé l'une après l'autre. Pourquoi? Les loyers sont extrêmement dispendieux. On y vend de la mozzarella di bufala à 14,99 $. On y vend de l'huile d'olive à 19,99 $. Ce n'est pas des commerces de fréquentation quotidienne. Il faut s'assurer que l'on mette en place une trame urbaine qui permette aux gens dans les différents secteurs de vivre, de marcher et de s'approprier leur quartier. Une idée que je lance comme ça, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une coopérative? On va faire des deals avec les entrepreneurs et nous allons, les entrepreneurs immobiliers, et nous allons leur dire très bien, on va faire approuver vos projets. Mais assurez-vous par contre que le commercial soit à 6,50 $ le pied carré en bas. Transférons le commercial à des coopératives qui vont permettre après la location à des nettoyeurs, à des épiceries, à des galeries d'art et à je ne sais quel autre entrepreneur qui voudra se lancer là, pour que la trame sociale fonctionne. On ne peut pas avoir, comme on va l'avoir malheureusement dans Griffintown aujourd'hui, de la monoculture. On est en train de mettre dans Griffintown des gens de 50 ans et plus, riches, qui viennent de la banlieue, et on n'est pas en train de créer un climat d'un quartier qui va pouvoir, dans 20 ans, dans 25 ans, perdurer. Pour moi, c'est une priorité. C'est un élément primordial du développement et du positionnement de Montréal. À ce titre-là, je vous dirais que l'intégration de la culture est extrêmement importante. Alors, non seulement est-ce qu'on veut intégrer du commercial, on veut intégrer du logement social et on veut intégrer du logement culturel, des ateliers d'artistes et également des endroits de diffusion. Il faut que tout ça soit accessible à pied, facilement, pour que les quartiers se développent. Griffintown n'est qu'un exemple.
Il faut qu'on fasse la même chose, et on le fait très bien dans quelques quartiers à Montréal. Il faut s'en inspirer. Je pense qu'un autre élément qui est important, quand on parle de monoculture, je vous donne l'exemple fantastique des ateliers d'artistes que la Ville a mis en place, et on va en parler aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. Est-ce que dans les prochains projets d'artistes, est-ce qu'on peut intégrer ces ateliers d'artistes-là à travers une trame urbaine plus étendue? Est-ce qu'on peut installer 3-4 studios d'artistes sur telle rue, 3-4 sur une autre, pour que les artistes soient en contact avec tous les citoyens? L'important, c'est que le citoyen se sente heureux, et je pense que c'est la responsabilité première d'une ville de s'assurer du bonheur de son citoyen. Pensez-y. Vous allez me trouver un peu ésotérique, mais en tant qu'homme d'affaires, je pense que le critère numéro 1 qu'une ville devrait juger annuellement, c'est le bonheur de ses concitoyens. Naturellement, pour la culture, il faut une implication du privé. Le privé va s'impliquer. On a vu aujourd'hui le rapport Bourgie qui va être déposé, pas aujourd'hui, mais le 11. Je pense qu'il va y avoir des pistes importantes à ce niveau-là. Les entreprises culturelles aujourd'hui génèrent des revenus autonomes. On n'a pas le choix de générer des revenus autonomes. Si on ne génère pas de revenus autonomes, je vais faire une petite démonstration. Je suis au Musée d'art contemporain. Notre budget annuel est de 11,5 millions annuellement. Le gouvernement nous impose des coupures depuis les 2 dernières années. Cette année, on a été sauvés. Les 2 dernières années, on a été coupé de 3 3 c'est 300 000 $ par année. On a une masse salariale de 4 millions annuellement. On a une inflation au niveau des salaires à cause des conventions collectives qu'on a mises en place. On a une inflation de 2,8 annuellement. 2,8 annuellement, c'est 3 de 4 millions, c'est 120 000. 300 000 de coupure, c'est 420 000. Je vais vite, là, mais où je veux en venir, c'est la chose suivante. C'est que dans un musée, on a des frais fixes. Mes frais fixes au Musée d'art contemporain, sur un budget de 11,5 millions, c'est 10 millions. 1 million de taxes à la Ville de Montréal, 1 million de loyers à la Place des Arts, 4 millions de salaires, et j'en passe. Il me reste 1,5 million de frais variables. Et qu'est-ce que c'est les frais variables? C'est le contenu. C'est le contenu culturel, c'est ce que nous offrons à la population. Et quand arrive une situation où on est amputé de 500 000 $ par année parce qu'on a une coupe de 3 et parce qu'on a des augmentations au niveau de l'inflation de 120 000, on est à 420 000, qu'est-ce qu'on coupe? Le contenu. On coupe ce qui est le plus important pour la population et c'est la décision la plus simple, c'est la décision la plus facile. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est regardons aujourd'hui comment est-ce qu'on peut en culture implanter des façons d'être plus efficaces, des façons créatives d'être plus efficaces. Deuxièmement, il faut développer les revenus autonomes. Et les revenus autonomes, ça peut être 3 choses. Les commandites. Les commandites à Montréal, là, vous voyez, vous faites le tour, vous voyez les festivals, vous voyez les sociétés d'État, vous voyez les musées, sont toutes les mêmes. Banque nationale, Desjardins, Hydro-Québec, Bell Canada. Savez-vous quoi? C'est très difficile de signer des ententes à long terme. La commandite, ce n'est pas un actif sur lequel une société culturelle peut compter à long terme. Quand ça passe, on est content. Mais si on est affecté, l'impact est drastique. Une perte de 200 000 $ peut se prendre, la décision de couper une commandite peut se prendre en 24 minutes. Au niveau des dons, au Musée d'art contemporain, on a travaillé très, très fort pour développer la donation. Statistique intéressante. Moi, je pense personnellement que la culture remplace l'Église. Ma spiritualité, je la retrouve à travers la culture que je consomme. Mais savez-vous quoi? En termes de donation, ça n'a pas suivi. Sur 1 $ que les Québécois donnent, 38 % s'en vont à l'Église. 24, 26 25 %, je pense, s'en va en santé. Après ça, il y a l'éducation. Et là, nous, la culture, 1 %. Alors, la pertinence du rapport Bourgeot aujourd'hui, c'est quoi? C'est de développer des habitudes de donation, des habitudes philanthropiques que l'on pourra implanter pour le long terme.
Ça n'a pas de bon sens que dans l'argent que les Québécois donnent, il n'y en ait qu'1% qui s'en va en culture. Maintenant, le fonds de dotation du MAC est passé. On générait, il y a peut-être 5 ans, 150 000 $ par année. On en génère aujourd'hui 1 million de dollars par année l'année prochaine. Cette année, 750 000, mais j'ai mis beaucoup de pression sur mon président de fondation, François Dufresne. Et puis je suis bien content qu'on soit filmé aujourd'hui, François. Comme ça, ça va être bon pour la postérité. Il m'a promis qu'on ferait 1 million l'année prochaine. Alors 1 million, c'est bien, mais un fonds de dotation, ça sert à quoi? Un fonds de dotation, ça sert à permettre à une institution culturelle de pouvoir souffler un peu. On ne peut pas prendre cet argent-là puis le mettre entièrement dans notre budget d'opération. On ne va pas chercher des dons pour payer notre facture d'épicerie. On va chercher des dons pour s'assurer qu'on puisse le mettre dans le contenu, qu'on puisse le mettre dans l'acquisition d'œuvres d'art et qu'on puisse le mettre dans un projet de transformation du musée. Un projet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, la donation, on gère 1 million, on génère 1 million. 4% d'1 million, c'est 40 000, dis-je, par année. 40 000 $ sur un budget d'exploitation de 11,5 millions, est-ce qu'on s'entend que c'est une goutte d'eau dans une mer? Ça ne changera pas grand-chose. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste les revenus autonomes. Et les revenus autonomes, pour les institutions culturelles, c'est primordial. Il faut que nous soyons en mesure de travailler sur l'augmentation des revenus de billetterie, des revenus d'entrée de nos institutions culturelles pour leur survie. Et ça passe par, je pense, une meilleure commercialisation, parce qu'un dollar de marketing est un investissement dans la génération de revenus. On dépense 1 en marketing, on va générer 4 de revenus d'entrée ou 5 $ de revenus de billetterie. Aujourd'hui, trop d'institutions culturelles, trop d'organismes culturels pensent que le marketing est une dépense. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Deuxièmement, il est primordial que les organismes culturels comprennent l'importance des abonnés. Parce que les abonnés, ce sont des revenus récurrents. Quand on établit une relation avec un abonné, cet abonné-là, il y a des fortes chances qu'il renouvelle son abonnement l'année d'après. Oui, il y aura peut-être 3, 4, 5 % de gens qui ne seront plus abonnés. Mais il y a 95 % des revenus qui vont demeurer. Et c'est cette certitude-là au niveau des revenus qui est primordiale, parce que quand on fait un budget dans un organisme culturel, il faut savoir où on s'en va. On ne peut pas se permettre, au bout d'une année, d'arriver avec un déficit de 300 000 à 400 000 $, et ça nous est arrivé à l'Opéra de Montréal. Il a fallu prendre des décisions extrêmement difficiles à l'Opéra de Montréal. On a réussi à éponger un déficit de 2,5 millions en 2 ans. Mais je ne peux pas vous dire que ça a été très facile. Je termine sur un élément important. Je voulais naturellement vous parler d'art public aussi, mais comme le temps presse, je vais tout de suite conclure. Non sans vous parler quand même une minute d'art public. L'art public, c'est un art que tout le monde peut fréquenter, que tout le monde peut voir. L'art public, c'est une façon de faire rentrer dans la vie de tout le monde l'art au quotidien. C'est une façon de dynamiser la ville, c'est une façon d'améliorer la promenade lorsque les gens marchent, d'améliorer la promenade, d'améliorer le plaisir, le bonheur que les Montréalais ont à se promener d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, en art public, je prends l'engagement de livrer pour Montréal 10 œuvres d'art majeures en 10 ans pour Montréal. Et ça exclut tout déménagement éventuel du Caldaire. La créativité doit être partout, aux travaux publics, aux sports et loisirs, à la voirie, au niveau de tout ce qui peut être les plans sociaux qu'on doit mettre en place. Il faut toujours réfléchir créativement, essayer de réinventer les façons de voir les choses. La créativité doit être partout, sauf aux finances. Ça, c'est très important. Cette créativité doit se concerter. Elle doit être orchestrée. Les échanges se doivent d'être constants. En opposition au chacun pour soi, je propose le tous pour nous, ce champ pluriculture auquel j'ai fait référence. Et j'invite chacun d'entre vous ici à démontrer votre ouverture et votre volonté à changer Montréal pour de bon
en invitant un peu de cultures différentes à vous côtoyer et à vous inspirer au quotidien. Je propose également qu'à l'instar de Montréal Métropole culturelle, qui est un forum où les décisions, le décisionnel est réuni pour se concerter, je propose qu'à l'instar de Montréal Métropole culturelle décisionnel, on mette en place un Montréal Métropole culturelle opérationnel. On a au sein de la salle ici des gens qui travaillent fort tous les jours au développement de la culture à Montréal. Est-ce qu'on peut trouver un endroit, un forum où on va se réunir trimestriellement pour orchestrer nos efforts et s'assurer que nous allions tous dans la même direction et qu'il n'y ait pas de chevauchement ou qu'il n'y ait pas d'idées, les idées contraires? Parfait, ayons un forum pour ça. Mais il faut se concerter, il faut qu'on travaille ensemble. Je pourrais vous donner des exemples innombrables. Aujourd'hui, ça se fait par bouche à oreille. Une rencontre de l'un avec un tel, as-tu pensé à telle affaire? As-tu parlé à cette personne-là? Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un forum qui va nous permettre d'être plus performants et plus efficaces? C'est ma proposition. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Un Montréal culturel fort va générer un Montréal économique fort. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Taillefer. Je vous avoue que c'est un discours qui est un peu nouveau, en tout cas pour moi, dans le domaine culturel. Et on va avoir l'occasion d'y revenir parce que vous réagissez vraiment comme un entrepreneur. J'aimerais ça tantôt que vous nous parliez aussi de la relation à établir avec la ville dans ce contexte de mise en valeur de l'entrepreneuriat. Alors, on va entendre maintenant Mme Anne-Marie Jean. Mme Anne-Marie Jean est directrice générale de Culture Montréal. Alors, à elle de nous donner son point de vue sur la question de l'élan créatif et comment le favoriser. D'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation. À titre d'introduction, j'avais pensé vous brosser un tableau rapide par quelques chiffres de ce qu'est Montréal Métropole culturelle. Certains chiffres vont corroborer ce que Mme Roy vous a dit en introduction. Alors, je serai assez brève. Selon une étude réalisée par la firme Hill Strategies en 2010, des 30 200 artistes répertoriés au Québec, 13 400, soit 44 sont à Montréal, alors que la ville ne regroupe que 21 de l'ensemble de la population active du Québec. On a un problème de micro? Non, ne parlez pas assez. Passez dedans, voilà, merci. Aussi, 35 de l'ensemble des travailleurs culturels québécois sont à Montréal. Ça représente près de 105 800 personnes. Notre réputation hors frontières s'appuie aussi sur une très haute densité de spectacles pour une ville de la taille de Montréal. Environ 8 000 représentations dans plus de 150 salles vues par près de 3,5 millions de spectateurs par année. Les musées contribuent grandement au rayonnement de la métropole. La soixantaine d'institutions muséales réparties sur l'île reçoivent 5,2 millions de visites par année. Je crois que mon PowerPoint n'est pas placé au bon endroit. Attendez un peu, je pense que ça ne fonctionne pas. Elles n'ont pas été placées dans l'ordre. Alors, je vais laisser ça et je vais continuer de vous parler, je crois. C'est sans compter les 700 ateliers d'artistes qui sont déclarés, vous en avez parlé tout à l'heure, la trentaine de centres d'artistes autogérés qui positionnent bien Montréal sur la planète de l'art contemporain. Montréal est aussi une ville universitaire, avec ses 4 grandes universités, centres de recherche, ses écoles supérieures d'art. Le Best Student Cities in the World 2012 ranking la classait 10e au monde, 2e en Amérique du Nord et 1re au Canada. Dans une étude parue en 2010, l'Observatoire de la culture et des communications du Québec estimait à 388 millions la valeur des exportations du cinéma et de la télévision en 2006-2007, celle des arts de la scène à 44 millions et celle du domaine du livre à 77 millions. Les retombées économiques annuelles totales du secteur de la culture à Montréal sont évaluées à 12 milliards de dollars. Je pourrais continuer comme ça à vous donner des chiffres, ça pourrait être assommant, mais certains d'entre eux sont assez éloquents et illustrent bien pourquoi nous revendiquons le titre de métropole culturelle pour Montréal. Le plan de développement de Montréal doit devenir le plan fédérateur, celui qui englobe tous les autres. L'apparent manque de dialogue entre les plans, schémas et autres outils de planification élaborés au cours des dernières années à Montréal peut en représenter la faiblesse actuellement.
On peut s'interroger sur les mécanismes qui permettront ce dialogue entre le PDM et le PMAD, le plan de développement économique, les multiples PPU, le plan de développement durable, Montréal 2025, Montréal Ville UNESCO de Design ou le plan Montréal Métropole culturelle 2007-2017. Pour ce dernier, par exemple, on fait dans le PDM quelques allusions à la culture par des généralités, sans toutefois lier les orientations avec celles qui sont contenues dans le plan d'action de la métropole culturelle, pourtant en marche depuis 2007. Sans alourdir par la répétition de l'intégralité du plan, il faudrait à tout le moins reconnaître son existence et faire les liens appropriés. En parallèle, ce sont les moyens financiers et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de tous ces plans qui représentent le plus grand défi. Le terme « leadership » est sur toutes les lèvres par les temps qui courent. Et presque chacune des personnes qui s'est présentée à cette tribune a parlé de l'importance pour Montréal de l'exercer. La recherche des moyens financiers en requerra une bonne dose. Plusieurs initiatives dépendent en effet de partenariats à établir, poursuivre ou renouveler avec les autres paliers de gouvernement ou avec le secteur privé. Le défi de tous ces exercices de planification, c'est la cohérence dans l'action. Il faut se questionner sur les mécanismes et les moyens qui assureront la mise en œuvre du plan et prévoir les mécanismes de suivi et de reddition de comptes qui nous permettront de vérifier régulièrement si on progresse et de procéder aux ajustements nécessaires. Une des premières forces de Montréal, notre capacité à travailler ensemble. Culture Montréal considère la culture comme une des assises du développement des territoires. Vous n'en serez pas surpris. Notre approche s'inscrit dans une mouvance internationale pour l'intégration de la culture à titre de 4e pilier du développement durable. Cette vision s'est notamment cristallisée par l'adoption en 2005 de la Convention sur la diversité des expressions culturelles et par la signature par au-delà de 250 villes dans le monde, dont Montréal, de l'Agenda 21 de la culture promu par l'Organisation internationale Cités et gouvernements locaux unis. Notre vision du développement durable est également en phase avec celle mise de l'avant dans l'Agenda 21 de la culture pour le Québec. Un des principes de l'Agenda 21, c'est la collaboration. Alexandre en a parlé un peu tantôt. Un exemple probant de collaboration, celui du comité de pilotage Montréal Métropole culturelle, qui rassemble les représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, du milieu des affaires et de la culture. Il est important de noter que malgré les changements politiques à tous les niveaux de gouvernement, le comité de pilotage est en place depuis 2006. C'est ce qui a donné un élan aux grands projets culturels des dernières années. Pensons par exemple au quartier des spectacles. Ça faisait 10 ans qu'on en parlait. Le comité de pilotage en a fait une priorité et le projet a été réalisé. J'aborde cette question en lien avec le plan de développement de Montréal, car c'est cette structure de gouvernance souple, inscrite dans la continuité, qui permet de réaliser le plein potentiel du plan. Nous croyons que le plan de développement de Montréal doit aussi être doté d'un tel mécanisme. Une autre force de Montréal, son pouvoir d'attraction. Montréal est un lieu de rencontre pour des artistes provenant de partout sur la planète. Ils y trouvent une richesse, une diversité, mais aussi des moyens abordables de créer. Entre autres, un accès facile aux lieux de création et de diffusion, de la mise en réseau et du soutien. En ce sens, il faut bien sûr que la Ville donne les moyens à son Conseil des arts de mieux soutenir toute cette effervescence artistique. Mais il faut aussi préserver cette qualité de vie pour les artistes. Avec le boom immobilier que connaît Montréal, les lieux de création n'échappent pas à la pression. Il faut donc urgemment mettre en place les mesures réglementaires et financières pour que les artistes continuent de vivre et créer à Montréal. Autre force de Montréal, la participation citoyenne. On parle de force créatrice, mais les citoyens sont aussi une de nos forces. Nous parlons en connaissance de cause. Les cafés citoyens que nous avons tenus en 2012 et 2013 nous ont permis de voir la volonté et la fierté des citoyens à s'engager dans le développement de leur quartier. Dans une métropole culturelle digne de ce nom, la présence des arts, de la culture et du patrimoine doit se faire sentir sur tout le territoire, dans tous les quartiers et arrondissements. Les arts, la culture et le patrimoine doivent être portés par les citoyens et inscrits comme une dimension essentielle de la vie en communauté. Les citoyens de toutes origines doivent se sentir interpellés par cette invitation à participer. La Ville a un rôle à jouer pour soutenir les initiatives et les projets issus des quartiers. Depuis quelques années, par exemple, on voit émerger des festivals à l'échelle locale. Mentionnons entre autres la rue qui t'étonne dans Rosemont-la-Petite-Patrie, Nuit blanche sur tableau noir sur le plateau Mont-Royal, le Festival des films pour enfants au cinéma Beaubien et le NDG Arts Week à Notre-Dame-de-Grâce.
On sent ce désir des créateurs, artistes, artisans et institutions d'occuper la rue et d'interpeller les citoyens dans leur quartier, dans leur milieu de vie. Quand on pense ou repense un quartier, il faut tenir compte des services culturels de proximité. Il importe d'identifier le point d'ancrage de la vie culturelle dans les quartiers. Le réseau des maisons de la culture est une force. Toutefois, ce n'est pas qu'à travers ses propres institutions, les maisons de la culture ou les bibliothèques, que la Ville peut jouer son rôle pour favoriser l'accès aux arts et à la culture. La Ville doit sortir un peu de son cadre d'intervention habituel et jouer un rôle de facilitateur, entre autres, pour mettre en lien et se mettre en lien avec les autres institutions qui ne sont pas sous sa gouverne et avec les acteurs du développement de la métropole culturelle à l'échelle des quartiers. La Ville doit se doter de nouveaux mécanismes de soutien. Encore une fois, nous nous basons sur nos observations de travail de terrain, nos cafés citoyens. De ce vaste exercice de consultation, on retient une volonté de rapprochement, de proximité art, culture et communauté, et une volonté de la part des acteurs locaux et des citoyens à s'engager. Pour renforcer l'identité de Montréal, on pourra entre autres miser sur la personnalité des quartiers. Nous avons une ville à échelle humaine qui permet aux citoyens de s'approprier les espaces publics. Reste à leur en donner les moyens. Merci. Merci beaucoup, Mme Jean. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous présenter Jean-Robert Choquet. J'imagine qu'une bonne partie d'entre vous, vous le connaissez déjà. Jean-Robert est bien discrètement assis à la table là-bas de la Ville. Donc, Jean-Robert Choquet est directeur culture et patrimoine à la Ville de Montréal. Et si jamais, tout à l'heure, dans le cadre des échanges, il y a besoin d'interroger la Ville sur ses perspectives, il sera là pour répondre. Alors, notre prochaine intervenante est Mme Louise Oder, qui est présidente de l'organisme Atelier créatif de Montréal. On vous écoute, Mme Oder. Bonjour tout le monde. Atelier créatif Montréal est un organisme qui est sans but lucratif, qui vise vraiment de prévenir l'exode qu'on a senti historiquement des artistes dans les quartiers où ils se sont établis. On a à notre actif plusieurs réalisations qui sont d'ailleurs grâce à le seul représentant du service de la culture de Montréal qui est ici, et évidemment plusieurs des fonctionnaires de la Ville, Culture Montréal aussi qui a été d'un grand appui, et les artistes eux-mêmes. Donc, c'était juste une petite entrée en matière. L'autre chose, je voulais me permettre peut-être une petite réaction au propos de M. Taillefer, juste question de créer le débat. Je sens qu'il aime ça, je suis sûre qu'il est capable d'en prendre. Je pense, en fait, dangereux de vouloir installer les artistes à des endroits qui nous servent, nous, mais qui ne servent peut-être pas le premier objet de l'artiste créateur, de son atelier, où il veut s'installer. En fait, on a déjà à Montréal beaucoup d'artistes qui se sont installés dans des lieux industriels. Dans certaines situations, sont menacés d'éviction. Notre première responsabilité, c'est de les maintenir là où ils considèrent important de travailler, vouloir travailler. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Je pense que si on réussit à faire en sorte qu'ils se sentent moins menacés, qu'ils ont des locaux de travail qui sont abordables, leur relation avec la communauté va être encore plus riche et créera un patrimoine vivant que M. Boumbarou s'empressera de sauvegarder pour nous dans les années futures. Alors, je fais un peu de pouce sur les propos de Mme Jean pour vous parler aussi d'un enjeu qui me tient à cœur. Dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé au niveau du développement économique et je vous dirais que l'angle que je vais prendre à la culture, c'est un angle aussi de développement économique et d'urbanisme, que je ne connais pas du tout l'urbanisme, mais ce n'est pas grave, je vais en parler quand même. Et pour vous parler d'un lien direct, en fait, avec l'élan créatif, qui est le sujet qui nous est demandé. En fait, c'est la notion de l'utilisation de l'urbanisme pour maintenir des secteurs d'emploi. On a parlé plutôt d'un projet qui existe pour le patrimoine religieux qui s'appelle la fiducie patiente, ou je ne me rappelle pas du terme exactement, mais si on était capable à Montréal d'avoir la patience, le courage de préserver les secteurs d'emploi qui existent déjà dans plusieurs quartiers. Des fois, c'est un quartier complet, Chabanel, Myland, Est du Plateau, Centre-Sud. Des fois, ce sont des bâtiments qui sont des bâtiments de travail, des secteurs d'emploi.
donc qui ont historiquement occupé peut-être des emplois manufacturiers, qui ont été en transition et qui maintenant sont occupés par d'autres fonctions. Et si, en fait, la mort d'une ville passe par la disparition des emplois, on entend aux nouvelles régulièrement, alors l'idée, c'est que si on était capable dans toutes les actions de réglementation, préserver ces secteurs d'emploi, avoir la patience qu'il réattire d'autres personnes. On va peut-être sauvegarder quelque chose, un patrimoine en fait qui est très important pour Montréal et être un des éléments de recette de plusieurs choses qu'on a entendu parler, qui sont les TOD, les Transit Oriented Communities et bon, les autres choses qui sont importantes pour nous puis qu'on partage tous cette vision-là. Donc ça, c'est une des premières choses que je dirais. Puis là, ce qui est intéressant, puis c'est un peu l'idée de se donner des bonnes nouvelles aussi aujourd'hui, c'est de dire, je sens qu'il y a un mouvement dans ce sens-là. Je pense que les CEDEC de Montréal appuient cette dimension-là, puis sont un peu les défenseurs aussi de cette approche de sauvegarder des secteurs d'emploi. Et on a dans le secteur culturel en fait, je dirais des personnes, des artistes qui ont eu le courage d'aller s'installer dans ces secteurs-là et qui, par le fait de s'installer puis de donner un peu d'amour à ces lieux-là, les a rendues attractives. Je pense que ce n'est pas un mot en français, mais en tout cas, les a rendues intéressantes. Et en les rendant intéressantes, ils deviennent attirantes pour des entreprises de upper ground ou des entreprises de plus grande envergure, des jet films, des grandes compagnies. Et c'est fort intéressant. Par contre, ça fait en sorte que les artistes qui se sont établis là sont menacés d'éviction. On a la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'on partage avec la Ville de Montréal, avec le gouvernement du Québec, avec les fonctionnaires, avec les arrondissements, avec les élus, on partage cette vision qu'en gardant les artistes, les créateurs, les pauvres de ce monde, parce qu'ils ne gagnent pas énormément, mais qui donnent une richesse incroyable à notre ville, on s'entend sur le fait que leur présence crée une force attractive qui n'est pas comparable, en fait, qui est durable, en fait, qui attire des entreprises de toutes sortes de secteurs à venir s'établir dans nos quartiers industriels, peut attirer des entreprises de l'étranger et que si on les maintient de façon pérenne, donc ces artistes qui sont de l'underground, si on les maintient dans ces espaces-là, on se donne une capacité d'attirer à long terme. Donc, on n'est pas artificiellement un quartier créatif. On ne s'est pas créé. Soho, en passant, n'attire plus de créateurs, d'entreprises créatives. Ils ont des gens qui sont là, qui payent des grands loyers. Ils ont des galeries d'art, mais ils n'ont plus de production artistique. Donc, Montréal a une avance dans ce sens-là. Il y a une grande possibilité et il y a aussi un intérêt. Les 4 messages clés sont peut-être pour la clé d'un développement économique qui est comme rentable, en fait, c'est d'assurer le maintien de ce que nous avons de bien, le maintien de ce qui est déjà là. Pour pouvoir maintenir ce qui est déjà là, il faut connaître ce qui est déjà là. Peut-être le deuxième message, c'est l'objectif d'avoir une connaissance fine de où sont les artistes. Atelier créatif, Montréal, la Ville de Montréal aussi, je pense, même la CEDEC Centre-Sud-Plateau où j'étais avant, on pensait connaître pas mal le Myland. On avait, grâce à une aide financière, pu faire un inventaire d'un quadrilatère de 2 millions de pieds carrés. On a identifié 400 000 pieds carrés qui étaient du secteur créatif, dont 200 d'artistes, 200 000 pieds carrés pour les artistes eux-mêmes. Et on a découvert il y a quelques mois qu'il y avait des artistes dans le Beauvril qui étaient à quelques rues de là, sur Van Horn et Avenue du Parc. D'ailleurs, il y a une annonce qui a été faite hier sur une entente avec la communauté Assidim pour sécuriser des ateliers d'artistes dans ce bâtiment-là. Mais tout pour vous dire qu'il faut avoir la connaissance de où se trouve l'activité créative à Montréal. C'est la première chose et c'est important. Il faut peut-être que dans la recommandation, c'est qu'il y ait des organismes de développement économique local en collaboration avec la Ville et avec les partenaires locaux qui s'intéressent à la culture puissent faire cet inventaire. Ce n'est pas simple, mais je rêve du jour où, quand Mme Roy va faire l'énumération de qu'est-ce qu'il y a de culturel à Montréal, on puisse dire combien il y a de pieds carrés d'ateliers d'artistes à Montréal.
Peut-être le troisième, en fait, le troisième élément de succès pour moi, c'est la connaissance et la prévoyance des menaces qui planent pour les artistes. C'est-à-dire, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une recette, il n'y a pas juste une recette pour sauvegarder les ateliers d'artistes dans les quartiers. Dans le Myland, par exemple, la menace n'était pas les condos, mais était la location d'espaces commerciaux et industriels de grande envergure, de 40 000 pieds carrés, à des prix plus élevés. Le maire Ferrandez, avec son audace légendaire, a fait un moratoire, en fait, a fait un contrôle intérimaire pour la location d'espaces commerciaux, donc ils ont interdit la location de plus de 5 000 pieds carrés à une seule entreprise, qui était audacieux et très... les entreprises propriétaires des immeubles étaient un peu sous le choc, mais ils ont vite compris qu'il était intéressant de pouvoir discuter avec le milieu des artistes, avec Pieds Carrés, qui était le regroupement des artistes, pour arriver à une entente de dire comment on peut sauvegarder les 200 000 pieds carrés d'artistes qui sont là et nous continuer comme entreprise immobilière à développer nos espaces. Donc, grâce à l'audace des élus, à la force de la réglementation municipale qui est en place et au mandat que les élus ont donné aux urbanistes qui ont toutes les solutions en main, en fait, tous les outils en main. Si on leur donne le mandat, ils peuvent être les gardiens de cette vision de développement de Montréal créatif en utilisant les outils à bon escient. Dans d'autres secteurs, c'est la question du zonage. Par exemple, quand on parlait de la mixité dans un zonage d'un quartier industriel, c'est la mort de la petite entreprise et c'est la mort des artistes, en fait, de la présence d'ateliers d'artistes. Alors, pour moi, c'est la connaissance, la prévoyance des menaces. Et le quatrième élément, c'est vraiment de valoriser l'audace et le partenariat avec le secteur privé, qu'on considérait comme étant les méchants, mais qui peuvent être de grands alliés dans la résolution de problèmes liés à la présence des artistes dans les quartiers. Alors, donc, je termine sur ces propos, mais je vous invite tous à peut-être échanger avec les artistes de vos territoires pour voir quelle est la menace qui gronde et d'agir avec les élus municipaux pour pouvoir sauvegarder leur présence. Merci. Merci beaucoup, Mme Adair. Merci infiniment. Alors, on va entendre maintenant Mme Valérie Beaulieu, qui est directrice générale de l'organisme La Ligne Bleue, Réseau et quartier culturel. Madame Beaulieu. Bonjour. Depuis les toutes premières réflexions sur le projet de la Ligne Bleue jusqu'à son lancement l'automne dernier, l'accessibilité à la culture et la participation citoyenne sont toujours au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, donc, j'avais envie de creuser avec vous la question de l'accessibilité. Est-ce que la culture à Montréal est accessible à tous? Et si oui, est-ce qu'on peut faciliter davantage cette accessibilité? La réflexion qu'on a faite depuis 3 ans sur le concept d'accessibilité se décline en 3 facteurs fondamentaux. L'accessibilité économique, l'accès au territoire et l'accès à l'information. Donc là, je vais aller faire une petite manip de PowerPoint. J'ai la petite manette ici. C'était vraiment juste... Prochaine fois, je ferai une page couverture, ça va être beaucoup plus simple. Donc, mon premier point, je vais vous parler donc de l'accès d'un point de vue économique parce que, dans le fond, quand on parle d'accessibilité à la culture, c'est souvent un réflexe qu'on a de penser à cet aspect-là économique parce qu'on se demande, on se questionne, est-ce que le prix des billets de spectacle est un frein pour les populations les moins nanties? Or, on constate qu'à Montréal, l'offre culturelle, je dirais, gratuite ou abordable, est très, très abondante. D'abord, on a le réseau Accès Culture. Réseau Accès Culture, c'est les maisons de la culture. C'est 24 diffuseurs culturels dispersés dans 19 arrondissements qui offrent annuellement environ 2000 spectacles et 200 expositions. Ensuite, on a le réseau des bibliothèques. Les bibliothèques, c'est souvent le premier point de contact avec les nouveaux arrivants. Les bibliothèques nous proposent beaucoup d'animations culturelles gratuites. On a
nos nombreux festivals, Montréal est une ville de festivals, qui ont presque tous une partie de leur programmation qui est gratuite et qui invite un grand nombre de citoyens chaque année à venir assister, souvent à l'extérieur, à leurs activités. On a beaucoup d'initiatives, d'événements spéciaux. Je pense à la journée des musées montréalais, je pense aux journées de la culture. Et il faut dire aussi, il faut mentionner tous les autres diffuseurs culturels qui ne sont pas partie de ces réseaux-là, mais qui offrent souvent une programmation abordable, parfois pour certains spectacles ou expositions, une entrée gratuite, qui travaillent beaucoup aussi au niveau de la médiation culturelle. Et plusieurs tentent souvent de remplir des avant-premières, des premières, avec des billets offerts à la population. Malgré cette gratuité et une tarification abordable, les enjeux de participation, de développement public, d'assistance restent sensiblement les mêmes. La gratuité n'égale pas une salle pleine. Et toutes ces structures sont nécessaires, mais malheureusement pas suffisantes si on veut augmenter la participation citoyenne. C'est là où les autres facteurs entrent en ligne de compte. Et là, ce qui m'amène à l'accessibilité au territoire. L'idée à la base du projet de la ligne bleue, en fait, c'est de créer un réseau culturel autour d'une structure urbaine existante. Donc, ce qu'on a voulu, en fait, démontrer à la population, c'est qu'autour de la ligne bleue du métro, il y avait beaucoup de diffuseurs culturels et ils étaient tous à proximité des stations de métro, donc faciles d'accès. Je pense que pour les Montréalais, il est somme toute assez simple, en fait, de se rendre un petit peu partout sur l'île pour prendre part à la vie culturelle. Les transports actifs, collectifs sont implantés sur une grande partie de l'île. On a, bien entendu, tout le réseau de la STM, mais aussi les Bixi. Et là, vous me permettrez de faire une légère parenthèse pour dire que bientôt, dans quelques années, nos concitoyens de Saint-Léonard et Anjou pourront eux aussi prendre part plus facilement à la vie culturelle avec le prolongement de la ligne bleue. Mais bon, fin de la parenthèse. Donc, si on incite davantage les citoyens à utiliser le transport collectif, le transport actif pour faire leur sortie culturelle, si on leur indique comment se rendre en métro, en autobus, si on installe des bornes Bixi près des lieux de diffusion culturelle, ce sont des solutions qui, pour la plupart, sont déjà mises en place et qui facilitent cet accès-là à la culture. Et là, ça m'amène au troisième point, et le plus important à notre avis, est bien entendu, donc, l'accès à l'information. Et ça rejoint vraiment le point de Mme Hodder. Le citoyen doit pouvoir connaître l'offre culturelle. Plusieurs outils sont déjà en place, permettent aux Montréalais de connaître l'offre culturelle. On a les différents médias. Les campagnes de promotion des lieux culturels même nous indiquent vraiment ce qui se passe dans la ville. Il y a des organismes comme la Vitrine culturelle qui est une base de données incroyable de tout ce qu'on peut faire à Montréal, et des sites comme par exemple le site Accès Culture et la ligne-bleue.ca. Les nouvelles technologies, en fait, nous permettent de créer ces outils-là, des outils qui peuvent être performants puis qui sont, somme toute, assez abordables pour qu'on répertorie l'offre culturelle puis qu'on puisse diffuser ce qui se passe à Montréal. Mais là, qu'est-ce qu'il y en est sur le terrain? Parce que, dans le fond, comment on incite les gens à passer du virtuel au réel? Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui faire facilement le lien entre les programmations qu'on consulte virtuellement et les lieux qui les diffusent sur le terrain? Et c'est ce qui m'amène à vous parler de signalétique. C'est voilà le clou que je voulais enfoncer aujourd'hui. Pourquoi dans une grande ville comme Paris, même quand on la visite pour la première fois, on est capable de se repérer et de se rendre facilement aux installations culturelles? Mais parce qu'il y a une signalétique qui est très présente et qui est efficace. Si on revient à Montréal, je vous donne un exemple. L'Oratoire Saint-Joseph. C'est un des lieux les plus visités chaque année à Montréal, avec, je pense, près de 2,5 millions de visiteurs par année. Mais quand on descend à la station de métro Côte-des-Neiges, aucune indication, aucune signalétique nous indique en fait par où passer, par où sortir pour se rendre à l'Oratoire Saint-Joseph. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet de la ligne bleue, j'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai rencontré Pasquale Jacobacci qui dirigeait à l'époque la Casa d'Italia. Il me racontait que quand il y avait, disons, le bonheur ou le malheur de luncher sur les marches de la Casa d'Italia à côté du métro Jean Talon, il pouvait passer son heure de lunch entière à indiquer aux passants où était le marché Jean Talon. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que les indications à l'intérieur du métro, la signalétique à l'intérieur du métro et celle à l'extérieur du métro, donc celle qui appartient à la ville, n'est pas la même. Donc, on n'a pas les mêmes repères. Montréal devrait se doter d'une signalétique culturelle omniprésente dans toute la ville, mais également à l'intérieur du métro. On doit retrouver les mêmes codes dans le souterrain, dans la ville. Le citoyen, le nouvel arrivant, le touriste doivent pouvoir repérer facilement les lieux culturels lorsqu'ils voyagent en métro.
C'est une information essentielle pour connaître l'offre et participer activement à la vie culturelle. Un plan de signalétique qui serait élaboré par la Ville, mais en collaboration avec la STM, pourrait être une incitation directe à utiliser le transport collectif pour faire nos sorties culturelles. C'est un outil simple, mais qui peut également aussi faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, parce que pour s'approprier une ville, un quartier, il faut avoir une bonne connaissance de ces installations. Juste vous imaginez, si tous les jours vous prenez le métro, vous descendez à la même station, soit pour le travail, soit pour rentrer chez vous, et qu'à tous les jours vous voyez que, à votre station de métro, il y a un musée, une salle de spectacle, un théâtre, une œuvre d'art public, pas loin, pourquoi pas, une bibliothèque, bien forcément, un jour, vous allez avoir la curiosité d'aller voir, d'aller visiter, de prendre connaissance de cette programmation-là. Au Québec, on a des codes de couleurs pour la signalisation qui sont super bien ancrés. On a le vert pour les indications routières, le bleu pour les installations touristiques, le brun pour les parcs naturels. Mais pourquoi on ne développerait pas un code de couleurs pour les installations culturelles? Et pourquoi pas, tant qu'à faire, utiliser le beau rose de Montréal Métropole culturelle? Montréal est une référence en nouvelles technologies. Elle est reconnue pour sa créativité. Cette signalétique culturelle pourrait être le reflet, en fait, de Montréal. Et je propose même, pourquoi pas, de lancer un concours de design pour doter Montréal de cette signalétique culturelle qui serait une autre belle façon de se démarquer en vue de Montréal Métropole culturelle. Voilà, je lance cette idée dans le cosmos. Pour terminer, bien évidemment, accessibilité et participation culturelle sont étroitement liées. Pour augmenter cette participation, il faut faciliter au maximum l'accès à la culture. Pour revenir à mon questionnement du début, on peut conclure que oui, la culture est accessible à Montréal. Les structures et projets en place permettent d'avoir une offre culturelle gratuite et abordable. Et beaucoup d'initiatives sont déjà mises de l'avant pour que les gens utilisent davantage les transports actifs et collectifs pour leur sortie culturelle. Si dans le cadre du plan de développement de Montréal, on désire se projeter dans l'avenir, en termes d'accessibilité à la culture, je pense sincèrement qu'une signalétique culturelle intégrée au décor urbain, esthétique et invitante est un outil nécessaire si on désire faciliter davantage l'accès et augmenter la participation à la culture. Merci. Merci, Mme Beaulieu. Un message qui est simple, direct et très focusé. Mme Régine Cadet, maintenant, va nous parler. Elle est directrice générale et co-directrice artistique du MAI, Montréal Art Interculturel. Donc, on va entendre parler des artistes de la diversité. C'est ça. Madame Alors, Cadet. bonsoir tout le monde. Je vais mettre plutôt l'accent sur le rôle de la création et de la production interculturelle dans le dynamisme culturel de Montréal, de même que sur certaines conditions de leur renforcement, y compris le rôle attendu de la ville. La contribution et l'apport des diverses communautés culturelles sont indéniables dans le dynamisme culturel de Montréal et nous ne pouvons qu'admettre que la diversité des pratiques provenant des artistes de ces communautés ne fait qu'enrichir continuellement le patrimoine montréalais. Toutefois, lorsque nous parlons de création et de production, cela sous-entend automatiquement moyens de financement, lieu de création et inévitablement lieu de diffusion. Je ne saurais toutefois rentrer dans le vif du sujet sans revenir à la consultation publique de février 2005, au cours de laquelle un mémoire avait été déposé par une délégation d'une trentaine de personnes de différents milieux des arts à Montréal, s'étant donné pour mandat d'identifier des moyens d'accroître la présence des artistes, des organismes et des publics issus des communautés non culturelles dans le paysage artistique montréalais. Cette même délégation avait également soumis par la suite ses recommandations auprès du Conseil des arts de Montréal. Et lors de cette même consultation, d'autres recommandations avaient été également soumises par le Québec Stand Firm, représenté par Zab Mamungu et Janet Lom. Je peux aujourd'hui témoigner que certaines de ces recommandations ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds et que plusieurs actions ont été entreprises par la Ville de Montréal par le biais de son Conseil des arts de Montréal, de son Conseil des arts, qui a répondu favorablement à ces propositions et adopté plusieurs mesures, telles que la mise en place de comités consultatifs sur la diversité culturelle, l'embauche d'une agente de liaison et de développement de la diversité culturelle, ainsi que la rédaction d'une politique de promotion et de développement de la diversité culturelle dans les arts pour les années 2006-2010.
il y a eu un bilan fait de cette politique en 2011, signifiant que le Conseil et ses partenaires avaient une meilleure connaissance de ces artistes et de leurs pratiques et que les artistes eux-mêmes étaient plus au fait des rouages du métier grâce à un meilleur accès à des ressources de formation et d'information et aussi que le milieu culturel était mieux informé, plus sensible et plus ouvert. Malgré ce bilan plus ou moins positif, il reste encore plusieurs défis à relever et force est de constater que les artistes de la diversité ont encore beaucoup de mal à obtenir des bourses et des subventions pour la création et la production de leurs projets. Et que ces artistes se sentent souvent isolés ou exclus, qui sont souvent sous-représentés sur les instances, notamment au sein des organismes artistiques, des institutions culturelles, des subventionnaires, des conseils, des regroupements et des associations professionnelles. Encore une fois, le Conseil des arts de Montréal est très conscient et vient de lancer un plan d'action pour la diversité culturelle dans les arts 2012-2015. Ce plan d'action porte sur 5 axes qui sont la reconnaissance, le développement professionnel, la participation, la concertation et la valorisation. Ce plan est, à mon avis, complet et totalement valable dans la mesure où il prend en compte l'ensemble des enjeux et propose des actions concrètes et cohérentes. Alors, dans ce sens, l'une de mes premières recommandations serait de donner les moyens financiers nécessaires au Conseil des arts de Montréal de rendre effectif ce plan d'action, car comme cela a été dit à maintes fois, cela prend une décision politique pour diriger des fonds au bon endroit pour que les changements puissent être opérés. Le Conseil des arts de Montréal est de bonne volonté, mais cela prend des ressources et des expertises spécialisées pour vraiment comprendre et évaluer ces pratiques interculturelles, et ce, dans tous les styles, formes et disciplines artistiques. Cela permettrait ainsi de reconnaître de nouveaux modèles, de redéfinir convenablement les termes d'évaluation et d'attribution des fonds et par conséquent avoir un impact positif sur les moyens de création et de production interculturelle. Toujours dans cette idée de reconnaissance, la ville devrait miser sur la connaissance fine, je rejoins Madame au niveau de la connaissance des pratiques artistiques des communautés qui l'habitent et par conséquent miser sur la formation. Formation des différents décideurs, des acteurs du milieu culturel municipal, des travailleurs culturels entre autres du réseau Accès Culture qui sont en lien direct avec ces communautés et leurs artistes et qui peuvent jouer un rôle significatif au niveau des possibilités de création et de diffusion de ces artistes. Dans ce processus de formation et de compréhension de ces pratiques artistiques interculturelles, il serait important de tirer profit également du travail effectué par divers organismes artistiques professionnels issus de la diversité culturelle qui œuvrent sur le terrain depuis de longues années et faire d'eux des partenaires et des alliés, des ressources à consulter lors de l'élaboration des politiques de développement culturel. Ce sont des organismes que vous ne connaissez sans doute pas. Je parle du MAI que je dirige, le Festival Accès Asie, Mémoire d'Encrier, le Black Theatre Workshop. Ces organismes sont des organismes reconnus par le milieu qu'ils ont contribué à développer et définir par leurs actions la qualité et l'excellence de leur travail artistique. Ces organismes ont un grand vécu et une expérience de terrain qu'ils partagent activement avec toute la relève, y compris dans le système éducatif. Ils œuvrent au niveau de la création, la production, la diffusion, l'éducation et l'édition, toutes disciplines confondues, soit le théâtre, la danse, la musique, la littérature, les arts visuels, etc. Ce sont des organismes qui détiennent un pouvoir de représentativité, disposant de connaissances et d'une expérience spécifique en rapport avec certaines communautés en plein déploiement, communautés afro-descendantes, africaines, asiatiques, arabes, etc. Ces organismes forment un réseau de la diversité culturelle active en contribuant au transfert dynamique et multiculturel de compétences et d'expertise. Ils se développent en leur sein une culture organisationnelle qui incite à la participation active des communautés, contribuant ainsi à accroître et à renouveler les publics à court et à long terme. Alors, quand on parle de la participation et aussi du fait d'inciter au renouveau des publics. Je parle de réseau quand ces organismes sont réunis sous la nouvelle appellation du RISARTE, Réseau des artistes pour l'équité, qui succède au Québec Stand Firm. Un réseau à consulter, selon moi, absolument lors de recherches et de mise en place de mesures en lien avec la diversité culturelle dans les arts.
Cela étant dit, pour poursuivre spécifiquement à propos de la création et de la production interculturelle, je ne saurais passer sous silence le fait que la Ville de Montréal, par le biais de son service de développement culturel, ait reconnu dès 1999 l'importance d'un lieu de création et de diffusion des pratiques artistiques interculturelles en investissant de façon significative dans la mise sur pied du Montréal Art interculturel, dont le MAI, qui le soutient depuis bientôt 15 ans. Je peux sincèrement dire que ne serait-ce pour la ville, cet organisme ne saurait exister, car étant son principal bailleur de fonds. Le MAI est le seul organisme du milieu artistique montréalais et canadien investi d'un mandat explicitement axé sur la promotion des pratiques artistiques interculturelles. C'est un organisme de diffusion pluridisciplinaire en art contemporain interculturel. Selon moi, la Ville a tout intérêt à poursuivre ce partenariat et à continuer à investir dans un tel organisme qui constitue un modèle intéressant à étudier et éventuellement à reproduire, car on s'en va de plus en plus vers des produits culturels métissés. Deux autres organismes ont émergé dans le paysage depuis peu pour répondre aux besoins criants des artistes des communautés culturelles de se faire reconnaître et participer activement à la vie artistique et culturelle de Montréal. Je parle de Diversité artistique Montréal, qui a émergé de cette fameuse délégation qui avait déposé un mémoire en 2005, et Vision Diversité. Chacun de ces organismes, également partenaires de la Ville, joue un rôle non négligeable et devrait également être consulté. Mes dernières recommandations seraient que la Ville de Montréal, par le biais du Conseil des arts de Montréal, travaille conjointement d'une part avec le gouvernement provincial afin qu'il adhère lui aussi à ses valeurs et l'amener à adopter lui aussi une politique d'équité ou encore de promotion de la diversité culturelle. Et d'autre part avec le Conseil des arts du Canada, dont les résultats sont de plus en plus concluants en ce qui concerne l'équité dans les arts et grâce aux actions de leur bureau d'équité. D'autre part, la Ville devrait miser et investir dans, premièrement, la dissémination de l'information, encore une fois, dans l'idée d'informer le plus grand nombre de ce qui se passe, et donc disséminer l'information auprès des artistes de ces communautés dans leur milieu de vie, afin qu'ils sachent qu'il y a un Conseil des arts, où il se situe, ce qu'il fait, les programmes offerts, où sont les autres ressources, etc. Deuxièmement, le recensement des multiples artistes qui évoluent en marge du système, savoir ce qu'ils font, quels sont leurs lieux de diffusion. Troisièmement, la réalisation d'études statistiques claires qui donneraient des informations pertinentes concernant cette sous-représentation, ce qui faciliterait certainement la prise de décision auprès des décideurs politiques. En ce sens, le chantier Diversité de Culture Montréal, dont je fais partie avec Madame Jean, aurait probablement un projet d'étude à proposer à ce sujet. Pour conclure, la Ville devrait faire de la diversité culturelle dans les arts un thème transversal qui devrait être pris en compte dans tous les aspects et actions prévues dans les politiques et plans de développement culturel, ce qui n'est présentement pas le cas dans la politique de développement culturel 2005-2015, ni dans le plan d'action 2007-2017. On en évoque certes l'importance et la nécessité, mais il n'y a pas vraiment d'axe de développement qui envisage des mesures très concrètes à cet égard. À mon sens, je pense que tout cela a déjà été exprimé auparavant par divers acteurs du milieu. Il ne reste donc qu'à passer à l'action. Merci. Merci beaucoup, Mme Cadet. Bon, alors on a entendu parler de plusieurs choses, de pluriculture, entre autres, avec M. Taillefer, du rôle du Conseil des arts en général, d'un élan créatif montréalais qui devait être porté par les citoyens, par Mme Jean, l'importance de la fine connaissance de la réalité des créateurs, l'importance d'une signalétique, de l'art public, qui est une façon de dynamiser la ville, et de la diversité comme axe transversal. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, vous vous aventurez là, vers les métros, pas les métros, mais les micros. Moi, je commencerai avec vous, peut-être, M. Taillefer. Quand vous parlez de pluriculture et de l'importance pour les artistes ou les groupes culturels, justement de former pas des hubs, mais de se regrouper pour se renforcer d'une part et avoir encore plus d'impact et être encore plus présent et pouvoir finalement
aussi se doter de conditions de production ou de conditions de diffusion plus intéressantes. Est-ce que vous voyez la ville là-dedans? Évidemment, je pense que... Mais attendez, micro. Si vous me permettez, je pense que, évidemment, la ville joue un rôle là-dedans extrêmement important. C'est sûr que quand les artistes se retrouvent ensemble, il y a une pollinisation entre eux qui est bonne. Moi, je pense, par contre, que c'est important que ces ateliers d'artistes-là se retrouvent un peu partout à travers la ville. Je pense qu'une ghettoisation des ateliers d'artistes est probablement un élément sur lequel, alors on pourra avoir un débat par rapport à ça, mais un débat sur lequel un débat qu'on devrait avoir. Par contre, un élément qui m'apparaît extrêmement important et où je vous rejoins, c'est que la gentrification aujourd'hui est un danger pour les ateliers d'artistes. Et c'est important qu'il y ait des ententes à long terme qui soient établies avec les promoteurs immobiliers pour s'assurer que ces ateliers d'artistes-là, ces acquis-là, ne disparaissent pas. Et c'est la même chose pour moi, les ateliers d'artistes, c'est une chose. L'aspect commercial dans une ville, c'est une chose également. Le logement social, c'est une autre chose. On ne veut pas un plan d'Auzois artistique. On veut s'assurer que tout le monde se retrouve à travers une trame mixte dans une ville. C'est mon point de vue. Si on fait un peu de pouce là-dessus, là, Mme Oder, vous avez parlé de l'importance du maintien des zones d'emploi et du courage que ça pouvait prendre au plan politique. Est-ce que dans votre esprit, dans une perspective de planification, il y a certaines zones prioritaires qui pourraient être identifiées comme étant prioritaires parce qu'on sait qu'il y a déjà des artistes qui sont présents et où leur présence est mise en danger. Et justement, on pourrait s'appliquer cette recommandation-là ou cette proposition-là que vous faites de lier production culturelle et maintien des zones d'emploi. En fait, le maintien des zones d'emploi et en fait, il y a plusieurs aspects. Peut-être le premier aspect, c'est évidemment dans les endroits où il y a déjà des emplois. C'est-à-dire où il y a déjà une occupation. Puis les emplois, on parle des ateliers d'artistes, c'est des emplois. Donc, quand il y a déjà des emplois présents dans ces zones-là, évidemment, on veut les maintenir, on veut les confirmer comme étant des secteurs d'emploi. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est peut-être dans certains arrondissements que je nomme pas, mais où il y avait des terrains qui appartenaient au gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, qui se sont permis de modifier un zonage pour créer un zonage mixte et rendre cet espace-là inaccessible à l'occupation commerciale de petite taille et évidemment aux ateliers d'artistes. Donc, peut-être que dans les terrains qui appartiennent au gouvernement, dans des secteurs industriels ou secteurs d'emploi, ce serait important de pouvoir les maintenir en secteur d'emploi. Le troisième élément que je vais ajouter à ça, c'est qu'à Londres, ils ont fait quelque chose qui est assez intéressant, qui est la loi. En fait, je pense que c'est la loi, il y a des urbanistes dans la salle qui peuvent peut-être me corriger. C'est une loi ou un règlement, je ne suis pas certaine, mais qui oblige on appelle ça regeneration. C'est de régénérer. Le tout projet de développement d'un secteur, d'un bâtiment, doit régénérer un pourcentage des emplois qui y étaient auparavant. Donc, par exemple, dans la réglementation municipale, on pourrait y intégrer, un, maintien des secteurs d'emploi, puis deux, une obligation par les promoteurs de régénération d'emplois. Les emplois peuvent être des artistes, des ateliers d'artistes, ça peut être du commercial, ça peut être des ateliers, ça peut être plusieurs choses. Monsieur Choquet, comment vous réagissez à ça? D'abord, là, je vous parle un peu d'expérience. Nous, à l'Office, quand on vient tout juste de siéger là, sur plusieurs plans particuliers d'urbanisme où la question des ateliers d'artistes est revenue. Hein? Le dernier en ligne, là, en liste, c'est le plan de développement de la zone qui va faire le tour de la gare de triage d'Outremont. L'Université de Montréal va prendre de l'expansion. Est-ce que cette question-là de la présence des ateliers d'artistes, elle est examinée d'une manière assez systématique à la ville, en relation, chez vous d'une part, puis en relation avec la planification du côté de l'urbanisme? Et puis comment vous réagissez à la proposition de Mme Oder là, de confirmer jusqu'à un certain point par la réglementation ou autrement la présence des ateliers d'artistes dans certaines zones par
le zonage d'emploi, le secteur emploi. Oui. Et la première chose que je dirais, c'est qu'il y a eu, je ne sais pas si on peut appeler ça un changement de paradigme ou juste une tendance qui ne me semble pas passagère, mais on dirait que maintenant, tout le monde veut tout faire dans un loft. Vivre, résider, travailler, etc. Vous allez dans des centres commerciaux flambant neufs, puis on transforme les boutiques en loft, on les vieillit comme dans un décor de cinéma pour que ça ait l'air un petit peu trash. Finalement, les artistes qui étaient auparavant à peu près les seuls qui acceptaient de vivre dans des conditions, dans des immeubles qui étaient un petit peu décatis, un petit peu à l'abandon, mais qui étaient quand même encore solides et tout ça, se retrouvent avec une concurrence effrénée pour des immeubles auparavant qui étaient à peu près les seuls à vouloir habiter à des coûts qui étaient forcément très bas. Et c'est un peu, si on ajoute ça, plus le fait qu'il y a un développement immobilier, puis je ne sais pas si on peut appeler ça un boom, mais en tout cas, il y a certainement une tendance immobilière à la hausse à Montréal, un peu partout. Inévitablement, on se retrouve à faire des réflexions du genre protéger des zones d'emploi, qui me semble, moi, quelque chose de fondamental. Et effectivement, on est tout à fait d'accord avec cette approche-là. Zone d'emploi, c'est parce que si on le dit de des façons plus... zone d'emploi, c'est un terme d'urbanisme et tout ça. Si on le dit dans un quartier, il y a des immeubles qui ne sont pas beaux. Il y a des zones résidentielles. Tout à coup, on se retrouve avec un immeuble qui a l'air d'une ancienne usine, qui est un peu moins chic, etc. Mais il y a des gens qui travaillent dedans. Le fait que des gens travaillent dans cet immeuble pas beau, ou pas chic, ou etc., fait que les gens ont peut-être le goût de vivre dans le même quartier, puis finalement, cette mixité-là, elle se fait aussi de cette façon-là. Il ne s'agit pas de parquer tous les artistes dans le même immeuble, mais des immeubles industriels, il y en a un peu partout à Montréal, en tout cas dans beaucoup de quartiers centraux. Ce ne sont pas tous des méga-structures comme sa rue de Gaspé ou à Chabanel, mais c'est des immeubles dans lesquels il y a un potentiel. Et à partir du moment où, effectivement, un règlement ou un manque ou une absence de règlement d'urbanisme fait qu'on peut transformer facilement ces immeubles-là en lofts résidentiels, qu'on appelle des condos, mais dans ce cas-là, avec le chic authentique d'avoir de vivre dans une ancienne vraie usine qui est maintenant dans laquelle on peut avoir des condos assez luxueux. Mais forcément, ces immeubles-là, on ne peut pas les reproduire. On ne peut pas construire des nouveaux immeubles neufs qu'on va transformer en atelier d'artiste parce que ça va être au prix de 2013. Ce n'est pas au prix d'un immeuble qui a déjà payé depuis longtemps. Donc, cet élément-là, qui a l'air d'être un truc parmi d'autres, à notre avis, est un élément central de la protection, de la mise en valeur d'ateliers, et plus que ça, du développement de vie de quartier qui soit vraiment mixte. Oui. Et pour moi, la vraie mixité, c'est être aussi capable de travailler dans son quartier autant que possible. Madame Jean, vous voulez réagir à ça? Oui, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que, comme vous l'entendez, Jean-Robert Choquette est très, très au fait de ce dossier-là, puisque ça a été documenté par son service, entre autres, depuis plusieurs années. Il y a des études qui existent sur les lieux qu'ont choisi les artistes pour installer leurs ateliers. En fait, ils sont beaucoup, effectivement, dans des bâtiments industriels désaffectés. Notre économie à Montréal a changé. Ces bâtiments-là se sont vidés. Ils les ont utilisés. Ils sont aussi le long des axes des voies ferrées, parce que ces édifices-là sont particulièrement... longent les voies ferrées à Montréal, entre autres. Et donc, on sait ça. Le service de développement culturel sait ça. Mais ça ne percole pas dans tout l'appareil à la vitesse à laquelle on voudrait que ça percole. Parce qu'on a des études en main depuis 2000. Alors, on est encore en train de travailler à trouver des solutions pour que les artistes puissent créer là où ils ont choisi de s'installer. Ils se regroupent dans ces lieux-là pour toutes sortes de raisons, dont celle de se côtoyer et de faire des projets ensemble, mais aussi parce qu'ils ont accès à des services de proximité, parce que les lieux, ces lieux-là sont un peu à l'écart des habitations, dans certains cas. Ça aussi, il faut faire attention à ce qu'on construit autour de ces endroits-là. Louise parlait tantôt de connaissances fines. Mais il faut savoir qui occupe les édifices avant d'accorder des permis de construction pour une résidence de personnes âgées à côté d'un lieu de création où il y a des gens qui utilisent des matières un peu dangereuses, qui font du bruit, etc. Donc, alors,
La cohérence dans l'action dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, en fait. Ouais. C'est de dire qu'on connaît très bien l'enjeu dans un service à la ville, on y travaille beaucoup, mais les collègues de l'autre côté qui font du développement économique ou tout ça n'ont pas tout à fait encore intégré cette idée après aussi longtemps dans leur planification. D'accord. Madame, vous voulez bien vous identifier, s'il vous plaît? Oui. Manon Blanchette, directrice d'exploitation à Pointe-à-Calière. Pointe-à-Calière. Voilà. Je ne peux résister à l'idée de poser une question à Alexandre Taillefer, particulièrement sur la billetterie au Musée d'art contemporain, puisque c'est un modèle qui est proposé et qui pourrait sûrement être utile à d'autres musées. Mais particulièrement au Musée d'art contemporain, il y a une historique d'au-delà même d'une société d'État. C'était même un musée à l'intérieur du gouvernement. Donc, si vous avancez cette idée de billetterie, comment avez-vous concilié l'idée de démocratisation de la culture, une idée qui a été évoquée d'ailleurs aujourd'hui, et l'augmentation de la billetterie? Et si vous l'avez fait, l'exercice, avez-vous un peu évalué le nombre de visiteurs potentiels en art contemporain? On sait très bien que c'est quand même plus difficile peut-être qu'un musée historique ou un musée du patrimoine. Et jusqu'où et combien de visiteurs vous anticipez? Il y en a quelques questions. Je peux parler pendant 45 minutes de cette problématique-là, mais je vais faire ça de façon très brève. Ce n'est pas un sujet simple. C'est sûr qu'aujourd'hui, personnellement, je questionne la gratuité du mercredi soir. Je ne vous le cacherai pas. Pour nous, générer des revenus autonomes, c'est important. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de personnes qui viennent nous voir au musée sur une base annuelle, en termes de billetterie, on parle de 59 000 personnes. Il y a 42 000 personnes qui payent pour venir au musée, donc c'est 42 000 entrées payantes, et il y en a 17 000 le mercredi soir pendant une période de 3 heures, alors que le musée est ouvert 45 heures par semaine. C'est une problématique. On a besoin de générer des revenus autonomes et la billetterie est importante. Les visites le mercredi soir sont le fun parce que l'ambiance qu'on retrouve au musée le mercredi soir, c'est l'ambiance qu'on voudrait voir au musée en tout temps. Ceci dit, il y a une autre problématique, c'est que comme on a tellement de monde le mercredi soir, nos coûts d'opération explosent. On est obligé d'avoir à l'entrée 4 personnes qui s'occupent de l'accueil, on est obligé de doubler notre sécurité et le coût d'opération augmente de près de 110 000 sur une base annuelle à cause d'un mercredi soir. Alors non seulement est-ce qu'on ne fait pas d'entrée à la billetterie, non seulement est-ce que, mais en fait, excusez-moi, on a également des coûts opérationnels extrêmement élevés. Notre pari aujourd'hui, c'est de dire, nous allons travailler sur l'accueil au musée. On veut s'assurer que ce musée-là soit un musée accueillant, que les gens vont vouloir fréquenter. Fréquenter pas quand il y a une exposition, fréquenter à chaque semaine. On a un gros travail à faire. Pour moi, la transformation du musée est primordiale. On a 25 000 pieds carrés d'espace d'exposition. On a la moitié qui est allouée à notre exposition permanente. Ça fait 12 000 pieds carrés d'exposition qui se renouvellent une fois par 3 mois. On voit aujourd'hui notre billetterie est bonne pour 2 semaines, puis après ça, elle n'est pas bonne pendant 2 mois et demi. On a un problème aujourd'hui, même au niveau de la programmation. Il faut s'assurer qu'on ait une programmation qui soit étalée sur une plus grande période. Je n'entrerai pas dans toutes les problématiques. Notre objectif aujourd'hui avec la transformation, et je termine sur ce point-là, le Tate Modern à Londres attire 6 millions de personnes. Le Tate Britain attire 1,5 million de personnes. Alors, c'est sûr que l'art actuel est un art qui est un peu plus hermétique, mais je ne peux pas admettre que le Musée des Beaux-Arts de Montréal génère 3,6 millions de dollars en billetterie et que le Musée d'art contemporain de Montréal n'en génère que 360 000 dollars. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Et je pense que c'est primordialement une question de commercialisation et peut-être un peu de signalisation. Je vous écoutais, là, on met un beau petit signal sur nos portes, là, parce que vous savez, on a tout fait au musée pour s'assurer qu'ils ne viennent pas nous voir. Les portes, ils pèsent 110 livres à l'entrée, puis ils sont cachés. Alors, on a tout un travail à faire, là. Merci. Vous avez la réponse à votre question, madame? Oui. Madame. Oui, bonjour. Geneviève Auclair. J'étais là ce matin. Aujourd'hui, le thème de la journée, c'était de parler de comment bien vivre dans une ville compacte. Alors, ce matin, on a parlé de TOD, de quartier TOD, on a parlé de densité, on a parlé de verdissement, de transport, de sécurité, d'accessibilité universelle, de mixité sociale et d'habitation, de logements sociaux.
Malheureusement, on n'a pas parlé de culture, d'art, de patrimoine ce matin. Puis cet après-midi, je me disais, puis je voulais faire du pouce un peu sur l'idée de M. Boumbarou de faire des ponts. Est-ce que ça serait possible de parler d'art public et d'espace vert? Est-ce que ce serait possible de parler de culture et de verdissement? Est-ce que ça serait possible de parler à la fois de logement social et d'ateliers ou d'ateliers résidence pour les artistes? Est-ce que ça serait possible d'asseoir, par exemple, les gens de Culture Montréal à côté des gens du Centre d'écologie urbaine de Montréal, des gens des ateliers créatifs à côté des gens de Vivre en ville, des doctorants de l'Université McGill en urbanisme avec la ligne bleue, par exemple, pour stimuler davantage les échanges, faire en sorte aussi que le futur plan de développement Montréal soit vraiment intégré, donc qu'on brise les silos et qu'on travaille aussi tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez des... Bien, il y a des ouvertures qui ont été faites, en tout cas. Là, si vous êtes oui, oui, Madame Jean. Bien, je peux peut-être répondre. Je vous invite à aller sur le site Internet de Culture Montréal. Il y a effectivement des dialogues qui sont établis entre différents groupes. On a travaillé avec les gens du logement social, on a travaillé avec les gens de l'environnement, enfin de différentes organisations pour, en fait, dans le contexte du plan de développement de Montréal, de la campagne électorale qui s'en vient, en fait, qui est commencée, demander le Montréal qu'on voulait. Alors, il y a un lien entre ces gens-là. Il y a effectivement un dialogue parce qu'on se dit, par exemple, à Culture Montréal, on veut travailler dans les quartiers, on va travailler avec les gens des ruelles vertes parce que dans ces ruelles vertes, il y a une animation culturelle qui peut s'installer et donc une autre vitalité qui peut se faire. Donc, il y a beaucoup de collaborations à établir comme ça. Je pense qu'effectivement, dans le plan, c'est ce qu'on questionne nous aussi, qu'il faut sortir des silos, en fait, et travailler davantage ensemble. OK. Merci. Je peux peut-être juste rajouter un petit quelque chose parce que vous me donnez l'occasion de le faire. Je trouve ça super intéressant. Ce que je n'ai pas fait, c'est de faire un lien atelier créatif, en tout cas certainement dans le Myland, tout le travail qui a été fait pour sécuriser des espaces ateliers. On est rendu à 215 000 pieds carrés de sécuriser, je dirais, pour les prochains 30 ans. Ça a été fait à l'instar d'un travail qui était du comité citoyen du Myland. Les citoyens se sont dit, parce qu'on parlait de bâtiments, de gros bâtiments, grands gabarits, qu'est-ce qu'on fait avec ça, le territoire? Et là, évidemment, le réflexe aurait été de dire, on veut du logement social, on veut, bon... Mais les citoyens eux-mêmes ont analysé un peu les besoins, puis qu'est-ce qu'ils veulent comme quartier, et ils se sont dit, on veut nos artistes, on veut que nos artistes restent dans le quartier. Donc, c'est une démarche qui est très importante, vous avez tout à fait raison, de dire qu'il faut qu'on lie ça avec les besoins, comment les citoyens eux-mêmes veulent leur quartier, et si les artistes font partie de la donne, comme les espaces verts. J'ai un de mes collègues commissaires qui voulait poser une question. Monsieur Duhamel. Oui, je m'interrogeais sur le comportement de grappes. Et je voulais faire une analogie, vous me direz si elle tient la route, mais dans les grappes industrielles de Montréal s'installe une philosophie ou une méthode de développement où les plus forts et les plus grands aident les plus petits à se développer comme fournisseurs de la grappe, fournisseurs de la chaîne. Est-ce que dans le milieu des arts à Montréal, on pourrait imaginer cette grappe, c'est-à-dire où les plus forts aident les plus petits à émerger et à se développer, non pas dans leur art, mais comme entreprise ou comme entité contributrice à une production ou un produit culturel, à la manière dans l'aéronautique, par exemple, et l'aide en question peut dépasser largement la partie création d'art, s'intéresser à comment gères-tu ton espace, comment utilises-tu les 2 employés que tu retiens pendant 10 jours pour produire quelque chose au mieux. Ce genre d'aide managériale, peut-être, de grandes entreprises, soit du secteur ou de grandes entreprises en dehors du secteur, mais qui ont de la méthode, du vécu, mais qui s'intéressent au développement des arts, qui pourraient aider à le développer. Et la Ville de Montréal devrait-elle, par son service de développement économique, puisque c'est une de ses stratégies que de développer la culture comme vecteur économique, par son service, sa stratégie de développement économique, favoriser ce genre de chaîne de développement, de productivité et d'efficience. Oh, qui est-ce qui va récupérer ça, là? Madame Aubert.
En fait, j'avais le goût de peut-être inverser la grappe. C'est-à-dire que ce qui aide les grandes entreprises, ce sont les petits ateliers d'artistes, la présence des artistes, la créativité des artistes. Si Ubisoft est installé et a confirmé sa présence dans le quartier du Myland, c'est grâce au fait qu'il y a eu quand même un certain nombre de garanties que les artistes resteraient dans le quartier. Donc, il y a comme une... Peut-être, je ne sais pas si c'est une grappe inversée, mais il y a quelque chose là qui se travaille. Je crois qu'il y a un intérêt à favoriser les moments, les lieux d'échange, c'est-à-dire que là où la ville peut jouer un rôle, c'est de favoriser des espaces publics, des espaces commerciaux, des espaces qui sont ouverts à qui sont précoces, en fait, qui favorisent cet échange informel entre les grandes entreprises et les petites. Est-ce qu'on a besoin de formaliser ça? Je laisserai d'autres me répondre. Oui, Madame Beaulieu. Mais en fait, moi, je me rends compte depuis qu'on travaille sur le projet de la ligne bleue où on a mis en commun, en fait, on a créé un réseau avec plusieurs diffuseurs culturels. On a des gros, on a des petits. On a la TAU, le Cinéma Beaubien, le Théâtre Outremont, le Centre Ségal, mais on a aussi un Eastern Bloc, des petites galeries d'art qui font partie du même réseau. Ce qui est intéressant, puis il y a aussi les maisons de la culture, donc qui sont plus municipales. Ce qui est intéressant de voir, c'est la notion de concurrence et de compétition qui diminue, en fait, qui est de moins en moins présente, je trouve, dans le milieu culturel. Puis là, je parle de la ligne bleue, mais je pense que c'est à la grandeur de l'île. Il y a beaucoup de projets de partenariat, il y a beaucoup de projets de... La ligne bleue, c'est un projet de mise en commun de ressources, en fait. Donc, les gens, les membres mettent en commun des ressources pour faire plus de promotion, de communication, en fait, et se doter, finalement, d'outils. Comme par exemple, à la ligne bleue, on a décidé que dans la structure, en fait, il y aurait une gestionnaire de communauté sur le web à temps plein, ce que peu d'entreprises culturelles peuvent se permettre. Donc, cette personne-là, c'est une ressource qu'on a pour tout le réseau. Donc, c'est de la mise en commun de ressources, du coaching. Il y a un peu, oui, de coaching, d'échange, de pratiques qui se font entre nos membres, mais je ne le vois pas nécessairement comme les gros entraident les petits. C'est vraiment dans les différences où il y a des échanges de pratiques qui bénéficient autant aux gros qu'aux petits. Et puis, je pense que si on prend dans ce type de pratique de coaching et tout ça, je pense que Bénévoles d'affaires met sur pied un beau réseau de gens d'affaires, tout ça, qui viennent outiller les petites entreprises culturelles là, à plusieurs niveaux et puis qui peuvent permettre de donner des outils, des conseils. Est-ce que la Ville a quelque chose à faire là-dedans? Je me tournerais vers Jean-Robert. Ah non, mais ça se peut que vous disiez non. C'est possible. Je ne sais pas à quel point la Ville... je serais curieuse je ne me suis pas questionnée là-dessus. Ça roule tout seul. Vous avez peut-être... si vous n'y avez pas pensé, c'est peut-être parce que ça va très bien. Non, mais en fait, moi, je dirais peut-être que la Ville doit toujours avoir en tête la protection du plus fragile, du plus petit, en fait, dans toute sa planification. Parce que à Montréal, on a besoin d'avoir tous les maillons de la chaîne bien attachés. Et un Cirque du Soleil a besoin de travailler avec, en fait, toute cette chaîne de production. On a besoin d'avoir des grandes écoles de formation qui forment des gens compétents, mais on a besoin d'avoir des petits ateliers qui peuvent les fournir aussi. Donc, il faut, et je donne l'exemple du cirque, et ça, c'est notre plus grande capacité de production, c'est-à-dire de regrouper à un seul endroit. Mais il faut cultiver ce type de relation entre les industries culturelles et le milieu des arts. Il y a des collaborations qui sont déjà établies. Il faut en faire davantage. Il faut qu'on soutienne davantage l'artiste individuel. Les artistes, ce sont des entrepreneurs. Certains d'entre eux ont plus de talent en gestion que d'autres, mais ce sont fondamentalement des entrepreneurs. Donc, on peut effectivement les faire bénéficier des différentes initiatives qui ont été mises de l'avant, bénévoles d'affaires, etc. Mais je pense que la Ville doit, pour répondre à votre question, toujours avoir en tête la protection du fragile. Mais les intégrer aussi dans les programmes économiques que la Ville peut mettre en place. Oui, Madame. Oui, donc... Encore votre nom. Oui, Geneviève Dorval-Douville, de la CEDEC Rosemont Petite Patrie. Donc, en fait, je laisse entretenir, on n'a pas beaucoup parlé de la question de quartier culturel, puis quelle place elle occupe par rapport à une planification plus à l'échelle, dans le fond, de Montréal.
En tout cas, pour prendre l'exemple que je connais, qui est Rosemont Petite Patrie, des artistes de toutes sortes de disciplines se sont regroupés, ont créé un regroupement agriculture. Ce regroupement-là, maintenant, compte 400 membres de toutes sortes de disciplines artistiques. Et ils se sont réseautés avec tous les autres acteurs du milieu de Rosemont Petite Patrie. Donc, ils ont créé une table de concertation culture qui compte la CEDEC, mais aussi l'arrondissement, qui compte aussi la Culture Montréal, qui rejoint aussi les groupes culturels, les écoles. Donc, c'est une synergie qui est très intéressante en termes de... entre autres, là, ils ont mis un plan d'action en œuvre sur comment mieux faire, justement, connaître la culture auprès des citoyens, comment les rejoindre par des actions de médiation culturelle, comment aménager le quartier au quotidien, dans ces endroits publics, dans ces secteurs d'emploi, etc., pour que les citoyens aient plus facilement accès à la culture, que ce soit plus facile de faire de la diffusion culturelle, puis pour préserver justement les ateliers d'artistes, ce qu'on travaille avec Ateliers créatifs. Est-ce que les artistes de la diversité sont inclus? Écoutez, à 400 membres, je ne les connais vraiment pas tous, un par un. Madame Cadet, à Rosemont Petite Patrie. Ou ce modèle-là, vous êtes là-dedans ou vous n'êtes pas là-dedans? Non, justement, c'est pour ça que j'ai fait allusion au fait qu'il y a des organismes qui existent sur le terrain et qui travaillent avec des artistes de la diversité et ouvrir la place au partenariat, justement, pour trouver les façons de rejoindre ces artistes aussi, puisque les organismes dont j'ai parlé sont déjà en contact avec ces artistes. Donc, sont déjà en contact avec ces artistes sur le terrain. Donc, au fond, il y a comme des relais pour rejoindre les artistes c'est sûr. de la diversité. Parce que la force de ces organisations-là, c'est comme elle est beaucoup plus près du terrain, elle connaît beaucoup mieux que tout ce qui se passe en termes culturels, toutes les initiatives qui se font à l'échelle plus locale, puis elle est aussi en lien beaucoup plus direct avec les citoyens. Donc, moi, je me demandais, en fait, ma question, c'était un peu comment on articule ça avec ce qui se passe à un palier plus régional. Montréalais. Puis, quel rôle ça peut jouer, puis comment ça peut être soutenu, parce qu'actuellement, ça repose presque seulement sur le bénévolat. C'est juste récemment, il y a eu un financement, mais pour seulement 1 an, tu sais. Donc, les gens travaillent à titre complètement bénévole à tenir ça à bout de bras. Donc, moi, je me demande, dans la pérennisation aussi de ça, quel rôle ça peut jouer, puis comment la Ville peut agir à ça. Aider. Ouais. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Est-ce que ça fait partie de ce que vous considéreriez comme des stratégies prioritaires? Par exemple, de faire en sorte qu'on... Oui. En fait, dans le plan d'action Montréal Métropole culturelle, on a changé l'orientation qui parlait de pôle culturel pour mieux intégrer le développement des quartiers culturels. Et au rendez-vous de novembre, en fait, on a passé le tiers du programme à parler du développement local. Donc, oui, ça fait partie des stratégies, mais c'est sûr qu'on est au début, disons, d'implantation des nouvelles orientations. Et Rosemont Petite Patrie fait vraiment office de pionnier, en fait. Effectivement, vous avez créé un précédent avec l'organisation, le regroupement des artistes, oui, l'intégration des gens des autres secteurs aussi, et le fait de se doter maintenant d'une ressource qui va coordonner les efforts locaux. C'est quand même bien, et soutenu par l'arrondissement. Donc là, on va voir ce que ça va donner la première année, j'imagine. Et ensuite, vous allez probablement faire des petits sur le reste du territoire. Et ça prend des expériences comme ça. Mais ça part du milieu. Votre initiative, elle est partie du milieu. Tantôt, je n'ai pas nommé quartier culturel, mais je n'ai parlé que des citoyens tout à l'heure et du fait que ça partait là. Les artistes, ce sont des citoyens aussi, sont engagés dans leur milieu et ils vont à la rencontre des autres. Madame Beaulieu? Mais en fait, ce que je trouve fascinant à Montréal, puis pour avoir un projet qui traverse 4 arrondissements, c'est que c'est extrêmement différent d'un quartier, d'un arrondissement à l'autre. Puis ça va être la beauté des quartiers culturels, en fait. C'est de voir cette diversité-là. Rosemont est un arrondissement où cette mobilisation-là, on la retrouve nulle part ailleurs. On la retrouve sous différentes formes. Villeray a ses particularités, Côte-des-Neiges a ses particularités, Parc Extension, Saint-Michel. Là, je nomme ceux que je connais le plus. Mais donc, je pense que oui, ça permet justement qu'il n'y ait pas nécessairement des silos puis tout ça. Et vous avez évoqué un de mes chevals de bataille, un de mes chevaux, un cheval de bataille qui me tient beaucoup à cœur, en fait, c'est le problème de la ressource humaine dans les organismes culturels. Parce que tout le monde veut
tous les bailleurs de fonds veulent nous payer un beau site Internet, veulent nous trouver un beau bâtiment, tout le monde veut investir dans le béton et dans la technologie. C'est tellement vendeur. Mais par contre, pour arriver à créer, à concrétiser ces projets-là, c'est la ressource humaine que ça prend. Et la ressource humaine, ça fait aussi partie du développement économique. Quelqu'un qui a un bon salaire va plus dépenser dans son quartier et dans sa ville. Et ça, il y a très peu d'initiatives pour permettre à des organismes comme le regroupement Agriculture de Rosemont Petite Patrie d'avoir au moins une personne payée à temps plein à faire vivre ce projet-là de concertation et tout ça. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a les subventions salariales d'Emploi Québec pour ça, mais on s'entend qu'elles sont beaucoup trafiquées pour permettre à des gens de travailler. Donc, je pense que oui, il faudrait se pencher sur comment on paye ces travailleurs culturels-là qui développent ces projets-là puis qui les concrétisent. Je ne sais pas comment la Ville peut intervenir là-dedans, mais ce serait bien qu'il y ait des programmes pour permettre ça. Tout l'été pour y penser puis oui. déposer des beaux mois. On va en déposer plein. Une dernière question pour vous, monsieur, en ce qui me concerne, du moins, monsieur Taillefer. Est-ce qu'on peut prendre pour acquis que les créatifs des nouvelles technologies sont intégrés dans ce que vous dites? Aussi, ils sont un peu à part. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut les créatifs de nouvelles technologies doivent être absolument intégrés dans le plan culturel global. Je pense que de encore une fois, les ghettoiser, les singulariser, ce n'est pas nécessairement la bonne voie. Aujourd'hui, les technologies, c'est une forme de média, c'est une forme d'expression, et avant tout, il y a une qualité artistique à un travail. Alors, je pense que sous le label aujourd'hui électronique ou numérique, il y a eu beaucoup de développement artistique de bonne qualité, certaines de moins bonne qualité. Il faut voir ça comme de l'art. Est-ce qu'ils vivent les mêmes problèmes? Bien, je pense que ces gens-là vivent les mêmes problèmes. Quand on regarde aujourd'hui ce que Eastern Bloc fait, c'est pas différent de ce que le Centre Clark fait. Il y a de l'art numérique qui se fait à Eastern Bloc. Il va y en avoir de plus en plus au Centre Clark. Alors, je pense que la frontière entre les deux va devenir de moins en moins pertinente. Là. Parce que nous, ce qu'on a entendu dire, entre autres à travers les préconsultations qu'on a fait pour essayer de faire un programme qui nous permette de couvrir le plus d'enjeux possible, du côté des créatifs, c'est la problématique de la rétention des talents. Ça, c'est sorti beaucoup. Plus que les ateliers, par exemple, ou le regroupement. Ils sont venus avec des problématiques liées aux besoins ou au goût de ces gens-là. Et donc, comment on peut construire la ville en tenant compte de ces goûts et de ces besoins-là? Le vivez-vous comme ça? On a aujourd'hui une industrie du jeu vidéo qui compte 5500 emplois. Je dois vous avouer que moi, je suis extrêmement préoccupé par cette industrie-là. Je pense qu'on a créé une industrie où il y a eu une création de richesse qui a été essentiellement évacuée du Québec. L'imposition des profits des entreprises se fait à l'extérieur du Québec. Et aujourd'hui, on a essentiellement créé une industrie où il y a beaucoup de création d'utilisation de matières premières. La matière première, aujourd'hui, c'est le cerveau. Et on a fait ça... je pense qu'on va avoir un problème de pérennité au niveau de l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Il faut qu'on soit propriétaire de nos licences, il faut qu'on s'assure que la propriété intellectuelle demeure ici, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et moi, je suis très inquiet par rapport à ça. Mais ça, la Ville n'a rien à faire là-dedans. Non, mais vous me permettrez quand même d'émettre mon opinion. Oui, je fais exprès d'ailleurs. Madame Cadet, vous allez avoir la dernière intervention. Oui, j'aimerais juste ajouter aussi qu'au niveau de la rétention des artistes, ça se passe aussi au niveau des artistes de la diversité qui souvent se plaignent de ce problème d'accessibilité et qui préfèrent par exemple aller à Toronto où il y a une plus peut-être grande ouverture aux États-Unis par rapport à leur art. Donc c'est quelque chose aussi à réfléchir comment les garder ici aussi à Montréal. Bon, alors écoutez, c'était super intéressant. On aurait pu continuer, je pense, encore longtemps. Merci à chacun de nos panneaux. Oh non, mais vous savez, ceux qui sont là, il faut faire attention, vous ne savez pas qui ils sont. Hein? Alors, merci infiniment. Aidez-moi à remercier nos panélistes en leur donnant de bonnes mains d'applaudissements. Merci, Louis.